Séisme, cause et conséquences. Cas du séisme de الحوز du 8/9/2023. الزلازل الأسباب والعواقب. نموذج زلزال الحوز بتاريخ 8/9/2023. Sur cette carte du monde, nous remarquons que les séismes se produisent surtout au niveau des limites des plaques lithosphériques. Et plus particulièrement ici, aux alentours de l'océan Pacifique et également au niveau donc de l'océan Indien. Alors, les séismes ici apparaissent dans des zones de convergence des plaques et dans des zones de divergence, comme ils peuvent apparaître également dans des zones de coulissement donc des plaques lithosphériques. Les séismes les plus importants au monde, comme on peut le remarquer ici, d'un point de vue intensité, se trouvent sur les côtes de l'Amérique du Sud et au niveau également du Pacifique Sud, à l'est du continent australien et dans la partie nord de la mer des Philippines et sur les côtes du Japon. Alors concernant le Maroc, les séismes les plus importants, on les trouve ici à la limite de la plaque africaine et la plaque eurasiatique, et plus particulièrement ici au niveau donc de la Méditerranée. Au Maroc, d'après cette carte de sismicité enregistrée au Maroc en 1920, on remarque que les tremblements de terre se produisent généralement dans les zones très fracturées au niveau des chaînes de montagnes, tandis qu'au niveau des zones stables, on peut voir un peu de séisme, mais avec des intensités ou bien des magnitudes faibles. Ici, dans le parti du Haut Atlas de Marrakech, il y avait donc des séismes, et d'ailleurs c'est cette zone où on a enregistré donc le tremblement de terre du 8/9/2023 avec une magnitude de 6,8. Il y avait également des séismes dans la région d'Agadir, dans la jonction Haut Atlas, Moyen Atlas, plus particulièrement. Vous avez également des séismes dans le Moyen Atlas, mais les séismes les plus importants se produisaient surtout dans le Rif et plus particulièrement dans les régions de l'Husayma, où il se sont produits des séismes avec des intensités allant de 6 à 6,5 comme magnitude du moment. Ces séismes-là ont été enregistrés en 1994, 2004 et 2016. Alors, les séismes, bien sûr, se produisent sur des failles qui sont des zones, si vous voulez, de plus faible résistance mécanique et qui sont, si vous voulez, donc plus propices à accommoder, si vous voulez, la déformation de la tectonique des plaques. Bien, la déformation imposée par la tectonique des plaques. Alors, pour comprendre vraiment pourquoi la Terre tremble en surface, il faut savoir que ce tremblement est lié généralement à l'énergie qui s'accumule au niveau du sous-sol, c'est-à-dire en profondeur, et qui attend donc le bon moment pour être relâché ou bien libéré, à cause, entre autres, des mouvements tectoniques. Par exemple, comme le montre ce bloc diagramme ici, vous avez donc l'énergie ici qui s'accumule à ce niveau-là, donc vous avez donc une tension, une compression, sous l'effet des contraintes ou bien sous l'effet de pression. Donc cette énergie, comme j'ai dit, s'accumule. Alors les matériaux de la lithosphère ne peuvent pas supporter tout le temps, si vous voulez, cette énergie, mais quand même ils peuvent la supporter jusqu'à certains points, et quand le seuil est atteint, l'énergie est alors libérée. Le point initial du séisme où l'énergie est libérée est appelé foyer ou bien hypocentre. Ensuite, cette énergie, bien sûr, comme vous voyez, il va se propager sous forme d'ondes, ce qu'on appelle donc les ondes sismiques,
directement donc au-dessus du foyer, à la surface, se trouve ce qu'on appelle donc l'épicentre du séisme. C'est le point où l'intensité du séisme est forte. C'est-à-dire c'est généralement l'endroit où les effets du séisme sont plus ressentis. Alors cette libération d'énergie peut entraîner la création donc de failles, de cassures, fractures qui peuvent jouer dans différents sens, peuvent jouer horizontalement, bien verticalement, bien dans les deux sens. Regardons maintenant, avant de passer donc à voir le cas du séisme de l'Haouz, nous allons voir un petit peu donc la structure du Haut Atlas. Alors comme vous voyez ici, donc vous avez les deux chaînes, le Haut et le Moyen Atlas ici. Les deux chaînes donc sont bordées par de failles chevauchantes qui se trouvent donc au niveau de leurs limites, la limite sud et la limite nord par exemple ici du Haut Atlas. La même chose pour le Moyen Atlas. En effet, donc l'évolution géodynamique du Haut Atlas est la même que celle du Moyen Atlas. Alors si nous prenons par exemple une partie du Haut Atlas ici, et nous regardons donc la structure de cette partie-là, nous allons remarquer donc un certain nombre d'accidents qui traversent cette partie. Et généralement, les accidents ici sont orientés nord-est, sud-ouest, mais parfois est-ouest. Alors ces structures qu'on voit actuellement former donc les reliefs du Haut Atlas, il s'agit donc de failles inverses, mais qui se sont comportées dans le temps, c'est-à-dire au moment de l'ouverture du sillon atlasique ou Trias, se sont comportées comme des failles normales pour créer donc la dépression du Haut et du Moyen Atlas. Vous avez ici la dépression, bien le sillon, qui se trouve donc entre deux zones relativement stables, c'est-à-dire ici le craton saharien et ici la meseta ou bien le haut plateau ou bien la meseta oranaise. Alors si on regarde une coupe nord-sud le long de ce tracé rouge, schématiquement la structure qu'on va observer est la suivante. Alors si nous faisons donc restitution de la structure qu'on voit actuellement et on fait marche arrière pour voir par exemple comment on s'est comporté au Trias par exemple et au Jurassique inférieur, on va voir que le Haut Atlas ici correspond donc à une dépression fracturée par les failles normales qui délimitent donc des blocs qu'on peut appeler donc du bloc basculé. C'est-à-dire à cette époque-là, donc il y avait donc une dépression qui se comportait comme mer ouverte, avec des bordures, c'est-à-dire une zone centrale très profonde et des bordures relativement peu profondes. Alors, il s'agit là donc de l'ouverture donc du sillon du Haut Atlas, suite à un étirement donc ici au niveau de la lithosphère, qui a donc abouti à la création de la dépression qui va être remplie par les sédiments au cours du temps depuis les époques triasiques jusqu'au Jurassique moyen. Puis après, donc, il va y avoir donc une inversion tectonique qui va donner ici, regardez donc la compression qui va donner donc la formation de la chaîne du Haut Atlas. Il faut dire que cette zone, donc, il s'agit dans le temps d'une zone très fracturée, avec des failles actuellement. Ce sont donc des failles inverses et qui continuent donc à jouer aussi actuellement. Regardons maintenant le Haut Atlas de Marrakech, ou bien ce qu'on appelle le Haut Atlas cristallin. La même chose dans cette partie, on peut remarquer
qu'il est traversé par un certain nombre donc, de failles ou bien de fractures avec des orientations différentes, mais les orientations des alignements les plus dominants sont nord-est, sud-ouest, ou bien nord-nord-est, sud-sud-ouest. Mais parfois donc avec des alignements secondaires, c'est-à-dire des alignements orientés relativement est-ouest. Dans le cas du séisme d'El Haous, ce séisme donc il s'est produit dans cette zone avec un épicentre ici dans la région d'Azgur et plus particulièrement dans la région qui s'appelle Iril. Nous remarquons que cette zone correspondant à l'épicentre du séisme, elle est traversée par plusieurs failles et fort probable c'est l'une des failles ou bien certaines de ces failles-là qui ont joué au moment donc du séisme. La faille la plus proche du séisme est la faille verticalisée traversant le massif d'Erdous. Fort probable, c'est cette faille qui a joué au moment donc du séisme. Alors, d'après les données du service géologique des États-Unis, USGS, le séisme a eu lieu dans une faille inverse à pondage fort. Si nous regardons donc la structure nord-sud ici, donc d'après les données donc du service géologique des États-Unis, donc le séisme, vous voyez ici le massif d'Erdous, le séisme donc a eu lieu sur cette faille, la faille d'Erdous, mais il s'agit là donc d'une faille inverse avec un pondage très fort d'environ 70 degrés. Alors le point de relâchement de la contrainte peut être considéré que c'est un point donc situé à une profondeur relativement importante qui peut arriver jusqu'à 26 km ici de profondeur avec un déplacement vertical important et très peu de déplacement horizontal. Le séisme il peut être lié également au rapprochement de l'Afrique-Europe. Ce rapprochement peut donc amorcer le déclenchement de ce tremblement de terre. En effet, le bassin du Haut Atlas est considéré comme une zone de compression avec le jeu de failles inverses et le long de ces failles inverses vont se localiser les séismes qui répondent à la compression du Haut Atlas, c'est-à-dire la compression actuelle donc de la chaîne. En effet, dans les chaînes de montagne comme dans le Haut Atlas, le Moyen Atlas, les séismes sont inévitables puisqu'il s'agit donc de zones très fracturées, donc il peut y avoir donc des séismes avec le temps, comme dans d'autres régions du monde, bien sûr. Alors, les séismes en général peuvent être considérés comme cycliques. En effet, par exemple, les séismes de magnitude très faible, de 1 à 2, par exemple, magnitude du moment, peuvent se produire, si vous voulez, quasiment tous les jours. Les séismes, par exemple, de magnitude du moment 2 ou 3 peuvent se produire chaque semaine. Les magnitudes 3, 4 peuvent se produire chaque année, par exemple. Puis les séismes, par exemple, de magnitude 5 peuvent se produire chaque 15 à 20 ans. Et d'autres séismes, par exemple, de magnitude supérieure à 5, par exemple, ils peuvent se produire 2 à 3 siècles. Alors, dans cette coupe, comme on peut le voir ici, donc vous avez la partie centrale, bien la partie axiale de la chaîne, qui est très soulevée par des failles inverses. Et bien sûr, donc, il est propice, donc c'est une zone propice donc, à la réactivation de failles et par conséquent donc, à la production donc, de séismes. Par contre, les zones de bordure, c'est-à-dire la zone subatlantique sud, présentent des reliefs très faibles et également donc, la zone subatlantique nord, la même chose avec des reliefs très faibles. Alors on peut remarquer que l'intensité du séisme se présente sous forme concentrique
avec un foyer central ici, et avec un épicentre central pardon, ici. Et on peut remarquer que les intensités les plus importantes arrivent même dans la ville de Marrakech ici, et l'intensité donc s'affaiblit au fur et à mesure qu'on s'éloigne donc de l'épicentre. Sur cette carte-là, on peut remarquer que le séisme d'El Haouz est ressenti dans pas mal de pays, tels que par exemple en Algérie, en Espagne et au Portugal, avec bien sûr des intensités faibles par rapport aux intensités enregistrées ici sur le territoire marocain. La magnitude d'un séisme, c'est une magnitude mesurée sur l'échelle de Richter. Mais cette échelle de Richter, donc il était largement connu par le grand public et n'est plus la norme donc utilisée par les sismologues aujourd'hui. En effet, cette échelle de Richter, c'est une échelle ancienne utilisée pour caractériser surtout les séismes californiens. Mais aujourd'hui, les sismologues utilisent plutôt l'échelle, ce qu'on appelle l'échelle de magnitude de moment, qui est plus précise et plus adaptée à tous les séismes. Comme l'échelle de Richter, cette échelle de magnitude de moment est une échelle également logarithmique, c'est-à-dire une petite augmentation de magnitude représente, si vous voulez, une libération d'énergie exponentiellement plus grande. C'est-à-dire, comme on peut le voir ici, par exemple, un séisme de magnitude 7, par exemple, libère 32 fois plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 6. Et un séisme de magnitude 8 libère plus de 1000 fois l'énergie produite par un séisme de magnitude 6. Un séisme de 9 et plus, par exemple, libère 32 000 fois d'énergie qu'un séisme donc, de magnitude 6. Pourquoi donc on parle donc d'une échelle logarithmique? Alors il faut aussi noter que la magnitude d'un séisme ne peut pas déterminer, si vous voulez, à elle seule l'ampleur des dégâts. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui déterminent, si vous voulez, ou bien qui contrôlent, si vous voulez, l'ampleur des dégâts. Si on prend l'exemple du séisme d'Agadir 1960, c'est un séisme qui s'est produit 3 mois avant celui du Chili. Et même si donc la magnitude est plus faible, si vous voulez, par rapport, c'est-à-dire la magnitude du séisme d'Agadir est plus faible si on la compare avec le séisme du Chili, même si cette magnitude est faible, le bilan humain est presque 10 fois conséquent, c'est-à-dire est presque 10 fois plus que celui donc, du séisme de Chili. Pourquoi? Parce que tout simplement, le séisme d'Agadir a un épicentre qui se trouve sur une zone très peuplée et où les bâtiments ou bien les constructions n'étaient pas conçues pour résister à de tels chocs sismiques. Donc c'est pourquoi donc, on a dit que la magnitude à elle seule ne peut pas déterminer, si vous voulez, les dégâts d'un séisme. Alors voyons maintenant les facteurs intervenant dans la détermination des dégâts d'un séisme. Donc vous avez en premier la magnitude, bien sûr, la localisation de l'épicentre. Si un épicentre est localisé dans une zone où il n'y a pas de population, donc les dégâts, au moins les dégâts humains ne seront pas très importants. Profondeur du foyer également. Profondeur du foyer contrôle donc les dégâts. Densité de la population, bien sûr, au niveau donc, de la zone affectée par le tremblement de terre. S'il y a donc une densité forte de population, il faut s'attendre donc à avoir des dégâts
bien plus de dégâts. Vous avez également la qualité des infrastructures. Si les infrastructures sont bien construites, avec des normes parasismiques par exemple, quelle que soit donc la magnitude, surtout pour les magnitudes faibles ou bien moyennes, donc il n'y aura pas beaucoup de dégâts. Alors, comme vous le voyez, donc il y a plusieurs facteurs qui contrôlent, si vous voulez, les dégâts d'un tremblement de terre. Pour remédier aux dégâts les plus importants, la chose la plus importante à laquelle il faut faire attention, c'est au niveau donc des constructions, soit des bâtiments ou bien de l'infrastructure, c'est-à-dire toujours il faut construire avec des normes parasismiques pour au moins minimiser les dégâts. Donc les constructions doivent être aux normes parasismiques. Deuxième, si vous voulez, chose à laquelle il faut faire attention, il faut toujours éviter les zones sismogènes. Éviter donc les zones vulnérables, si vous voulez, qui peuvent donc causer donc des dégâts qui peuvent être aussi bien humains ou bien des dégâts matériels.